Bon, alors, salut tout le monde. On va faire ce petit topo du coup sur l'histoire de la Palestine et puis de la lutte du peuple palestinien pour son émancipation. Le topo il va peut-être être un petit peu long parce qu'il est très historique et en fait on balaye vraiment beaucoup d'événements tout à fait intéressants, mais on va essayer d'être synthétique. Le topo il va se découper en deux parties. On va faire une première partie qui va concerner les débuts du sionisme jusqu'à les accords d'Oslo, donc dans les années 90. Et ensuite, on parlera de la période plus récente, donc c'est-à-dire la période après Oslo, et puis les événements récents, les problèmes politiques que ça pose. Et on terminera par discuter un peu des différents problèmes politiques qui se posent à nous aujourd'hui. Donc alors, moi je commence, donc oui, le petit gâteau à côté. Et d'ailleurs, je vais c'est pas. Donc alors, le 7 octobre dernier, l'organisation islamiste du Hamas, qui est au pouvoir à Gaza depuis 2006, a commandé une attaque armée sur le territoire israélien d'une envergure inattendue. La surprise de cette attaque-là, en fait, elle ne venait pas simplement de la facilité avec laquelle une organisation comme le Hamas elle a franchi des défenses israéliennes ultra sophistiquées à plusieurs milliards de dollars. Ça a été aussi surprenant par la violence et l'aveuglement criminel avec lequel des civils israéliens ont été massacrés, des paysans dans les kibbutz, etc., avec des prises d'otages, des massacres et tout. Malgré la violence de cet événement-là, en fait, cette attaque, elle n'avait pas grand-chose de surprenant de la part d'une organisation comme le Hamas, et parce que le fait qu'il accède au pouvoir en 2006 et qu'il mette en œuvre sa politique avec ses méthodes, tout ça, c'est dans l'ensemble le résultat direct du colonialisme, de l'oppression, de la misère, des guerres, de toutes les privations qu'impose l'État d'Israël aux Gazaouis depuis des années, et qui alimente la colère, quoi. Alors, donc, d'une certaine manière, c'était une question de temps avant qu'une organisation, elle canalise cette colère derrière sa politique et en ripostant contre l'État d'Israël. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, il a immédiatement profité de cette occasion pour envahir Gaza et se lancer dans une guerre qui dure depuis maintenant 8 mois. Il justifie sa guerre avec le droit à l'autodéfense et la lutte contre le terrorisme. Mais alors bon, certains parlent d'une guerre aujourd'hui, c'est un truc qui se discute, parce qu'en fait c'est plutôt un massacre en règle auquel se livre l'État israélien, dont la tournure aujourd'hui a tout d'un véritable génocide. Et le terme il n'est pas de nous, il est de l'ONU, il y a quand même des bonnes raisons de l'utiliser. Aujourd'hui, on parle de plus de 40 000 morts, et ça c'est un chiffre qui serait largement sous-estimé. Un tiers des victimes de ce conflit, c'est des enfants. L'armée israélienne, elle bombarde les habitations, mais aussi les écoles, les hôpitaux, sous prétexte qu'ils abriteraient des terroristes. Et donc, des centaines de milliers de Gazaouis ont été déplacés dans le sud de Gaza et s'entassent aujourd'hui dans des abris de fortune un peu autour de la ville de Rafah. L'armée israélienne, elle prétend utiliser des intelligences artificielles pour cibler les combattants du Hamas. Et selon Netanyahou, le Hamas se servirait de la population gazaoui comme d'un bouclier humain. Donc, conclusion, on tue tout le monde avec des bombes de plus d'une tonne qui permettent de raser des quartiers entiers et fournis par des grandes puissances occidentales. Alors bon, il y a d'autres détails qui sont intéressants dans cette guerre. Bon, voilà, des dizaines de journalistes ont été assassinés et l'aide alimentaire qui parvient par camion au compte-gouttes, voilà, elle arrive. Elle subit elle-même des bombardements et elle est parfois interceptée par des militants d'extrême droite israéliens qui détruisent les chargements. Bon, cette situation, elle laisse planer le risque de famine, d'épidémie et de choléra depuis des semaines à Gaza. Et à tous les morts sous les bombes s'ajoutent tous les morts des conséquences de la destruction des infrastructures, etc. Bon, aujourd'hui, le bilan, c'est que la guerre, elle ne s'arrête pas, et il y a quand même des bonnes raisons il y a quand même la possibilité qu'elle ne s'arrête pas tout de suite. Et Gaza, aujourd'hui, c'est un champ de ruines qui se relèvera peut-être jamais de ce massacre. Alors, cette situation avec une personne, voilà, l'ONU gesticule depuis des mois pour alerter la bourgeoisie occidentale en lui disant en substance attention, vous allez être
vous allez être complice de ce qu'il y a tout d'un génocide, quoi. Il y a plusieurs pays comme l'Espagne ou l'Afrique du Sud qui accusent directement l'État d'Israël de commettre un génocide. Et la Cour pénale internationale, elle a requis un mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toutes ces accusations, elles sont justes, voilà, on ne peut que les soutenir, mais force est de constater qu'elles sont vraiment sans aucune conséquence, quoi. Les impérialistes qui sont alliés d'Israël, qui prétendent être dans le camp des droits humains et de la démocratie, ils reprennent en cœur cette version d'Israël de la lutte contre le terrorisme. Ils sont discrédités aux yeux du monde entier et ils appellent un peu hypocritement à un cessez-le-feu et puis au dialogue. En fait, les grandes puissances, là en ce moment, ils essaient de freiner un tout petit peu Netanyahou dans son ambition de sa fuite en avant-guerrière, et en fait ils sortent de leur grand chapeau la solution à deux États, mais en tout cas jamais ils ne remettent en cause ni leur soutien à l'État d'Israël, ni à sa politique coloniale ou d'épuration ethnique, quoi. La France, par exemple, elle a livré 300 millions d'euros de matériel militaire à Israël après le 7 octobre, et les États-Unis, c'est près de 4 milliards d'aides par an, quoi, hein. Et tout ça, c'est pas du tout remis en cause, quoi, hein. Alors bon, il y a un mouvement de solidarité internationale, en solidarité avec Gaza qui existe, quoi, malgré les accusations d'antisémitisme et puis la répression des différents États. Ce mouvement, mine de rien, il a quand même imposé, il a eu ce mérite-là d'imposer quand même un petit rapport de force politique qui clarifie les responsabilités et puis qui met la pression au gouvernement. En France, ça s'est vu quand même avec l'éclatement de la gauche. Alors la gauche, elle finit par se rabibocher aujourd'hui, mais quand même, il y a quelques semaines, voilà, la gauche, elle se mettait dessus pour... aussi avec les différentes positions qu'entretenaient les uns les autres sur la Palestine. Aux États-Unis, c'est Joe Biden qui se voit accusé par sa propre base électorale avec les étudiants dans les universités à quelques mois des élections présidentielles. Donc tout ça, ça crée quand même un petit rapport de force politique qui pour l'instant ne déborde pas vers une insurrection généralisée, mais voilà, qui a le mérite d'exister et qu'il faut qu'on développe. Alors, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour toutes ces raisons-là que les États-Unis poussent un peu l'État d'Israël à des négociations avec le Hamas, quoi, hein, et à trouver une solution politique à ce truc-là. Comme quoi, une organisation considérée comme terroriste peut peut-être tout à fait un interlocuteur politique la fois d'après, quoi, hein. Mais bon, dans l'ensemble, ce que craignent vraiment les Occidentaux, c'est en fait une remise en cause de la stabilité de l'ordre impérialiste au Moyen-Orient. Le risque d'une extension du conflit est en fait assez important. Il y a eu quelques signes quand même. L'Iran, qui se prétend leader d'un axe de la résistance contre les États-Unis et Israël, ils ont tenté de bombarder Israël, sans grande conviction. Il y a des tensions avec le Hezbollah à la frontière avec le sud-Liban. Il y a des bases américaines qui se sont fait tirer dessus en Irak et en Syrie. Et il y a les Houthis qui sont au pouvoir au Yémen qui attaquent les bateaux dans la mer Rouge, quoi, où passe 30% du commerce mondial. Donc voilà, tout ça, c'est pas pour arranger les affaires des capitalistes du monde entier, même si pour l'instant, voilà, toutes ces attaques-là, elles ont plus pour but de galvaniser les populations contre Israël, contre les États-Unis, pas vraiment de se lancer dans un grand conflit, mais par contre, la stabilité de la région, elle pourrait être remise en cause à long terme, et ça, c'est vraiment emmerdant pour les impérialistes du monde entier. Alors, juste avant de se lancer dans ce qui est à proprement le topo, quoi, les Occidentaux, ils essaient, et d'ailleurs un peu comme les nationalistes juifs ou les nationalistes arabes, ils présentent souvent ce conflit israélo-palestinien comme en fait un conflit qui serait ethnique ou religieux. Voilà, ils présentent ça comme une lutte des civilisations entre d'un côté l'Occident, les Arabes de l'autre. Et en fait, il n'en est rien. Le conflit entre les peuples au Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien en particulier, c'est en fait un produit d'une lutte des classes et d'une politique des impérialistes et des grandes puissances au Moyen-Orient. Souvent, on a l'habitude de dire État d'Israël assassin, État impérialiste complice, et en fait, l'inverse serait tout autant vrai. Israël, c'est le principal chien de garde de l'impérialisme au Moyen-Orient. Sans l'impérialisme, l'État d'Israël n'aurait ni pu exister, ni se maintenir dans la région. Et à l'inverse, les impérialistes ont absolument besoin de l'État d'Israël, mais aussi de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite, voilà, pour maintenir leur ordre impérialiste. Mais bon, dans l'ensemble, cette situation-là,
c'est en fait les grandes puissances qui en sont le véritable responsable de ce conflit sanglant, quoi. Et les nationalistes et les États arabes, eux, ils n'ont jamais rien fait qui puisse remettre en cause cette situation et donner un peu une issue aux revendications nationales des Palestiniens. Donc tout ça, c'est ce qu'on va tenter d'expliquer un peu dans ce topo-là. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va faire un petit bond dans l'histoire. Je vais mettre le petit diapo. Hop. Donc, avant la Première Guerre mondiale, la Palestine, elle était sous le contrôle des Turcs dans l'Empire ottoman. Lorsque débute la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, lui, il préfère se ranger derrière l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'Angleterre, elle, au début de cette guerre mondiale, va choisir, pour pouvoir déstabiliser l'Empire ottoman, de soutenir des révoltes arabes. Et notamment en faisant miroiter la promesse d'un grand État arabe indépendant auquel ils auraient droit après la guerre. C'est ce qu'on voit dans le film Lawrence d'Arabie. Voilà, ça c'est quelques images des révoltes arabes et tout. Un truc un peu intéressant, mais les Arabes ils combattent avec un drapeau pan-arabe. Avec cette perspective d'un grand État arabe qui unifierait tout ça. Je dis que c'est un peu intéressant parce que assez rapidement, ils vont être complètement dispersés à la fois avec des luttes internes, mais aussi instrumentalisés par l'impérialisme, etc. Et en fait, le nationalisme pan-arabe va se disloquer en des nationalismes particuliers, syriens, etc. Tac. En Palestine, il y a presque toujours eu des minorités qui étaient juives, chrétiennes, et depuis la fin du XIXe siècle, à côté d'une communauté juive historique palestinienne, il y avait déjà une certaine immigration sioniste qui rachetait des terres et puis bâtissait quelques colonies, quelques kibbutz, mais c'était quand même dans l'ensemble un phénomène parfaitement marginal. On n'imaginait pas du tout que ça puisse devenir un jour un État juif, quoi. Le mouvement sioniste, lui, il va connaître un essor avec à la fois la montée de l'antisémitisme et de la persécution des juifs d'Europe, particulièrement en Europe de l'Est et puis en Russie, parce que dans un contexte de pourrissement social et économique du capitalisme européen, l'antisémitisme il permet aux classes dirigeantes de détourner la colère populaire contre les juifs qui subissent parmi les pires des préjugés et violences racistes. Le mouvement ouvrier, lui, il s'opposait à la division des travailleurs, quelle que soit leur confession religieuse. Mais certains autres vont tenter de donner une réponse nationale à la question de l'antisémitisme, qui est en fait un problème social. Mais Theodor Herzl, du coup, le type PAA, c'est lui qui va théoriser l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Il disait que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Or, vous voyez bien le problème, en fait, il y avait quand même 700 000 Arabes sur cette terre sans peuple, mais Herzl, avec son projet sioniste, il va faire le tour de toutes les chancelleries européennes, y compris auprès de gouvernements parfaitement antisémites qui voulaient se débarrasser des juifs. On n'aime pas les juifs, donc on les dégage ailleurs. Et pour que les différents gouvernements soutiennent son projet, quoi. Herzl, lui, il explique qu'un État juif en Palestine, ce serait un rempart, je cite, un rempart de l'Occident contre la barbarie. Et comme ça, il se propose directement, en fait, de défendre les intérêts de l'impérialisme au Proche-Orient. Trotsky, lui, parlera du sionisme comme un projet politique, nationaliste, parfaitement réactionnaire, qui risque, en fait, de détourner les juifs, et plus encore les travailleurs juifs, d'une lutte commune du prolétariat pour l'émancipation. Mais en 1915, le ministre anglais Lord Balfour il va faire cette déclaration et il va dire qu'il envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Balfour, lui, en réalité, il n'en a rien à faire des juifs. En 1905, il a d'ailleurs voté une loi qui limitait l'immigration des juifs de Russie qui sont persécutés en Angleterre. Tout ce qui l'intéresse, c'est de
solidifier les intérêts de l'Angleterre au Proche-Orient. Cette région, il faut imaginer qu'elle est située sur la route terrestre et maritime de l'Inde. Elle regorge de ressources pétrolières et agricoles. Bon, et tout ça, ça en fait une région très importante à contrôler pour les Anglais. Et en fait, en renforçant les rangs des sionistes, ils vont en fait s'en faire un allié. Voilà. Donc, les Anglais, ils vont, à la fin de la guerre mondiale, l'Empire ottoman il est défait avec les empires centraux et il va être complètement disloqué. Les Anglais et les Français ils se retrouvent pour partager le Proche-Orient voilà, avec des grands coups de crayon. Vous voyez un petit peu la manière dont ils découpent les trucs. C'est vraiment des lignes dans le désert. Quoi. Hop, ils passent la règle et ils disent hop, ça c'est pour nous, etc. Bon, les Français d'un côté, eux ils prennent la Syrie et puis le Liban. Et puis les Anglais, eux, ils vont avoir droit à un mandat, au système qu'on appelle le système de mandat, voilà, notamment en Palestine. En Palestine. En réalisant que les Anglais, ils leur ont menti, quoi, les populations arabes, elles vont se révolter. Mais les Britanniques, eux, ils gagnent assez rapidement, en fait, le soutien des grandes familles de féodaux, comme la dynastie des Hachémites, que les Anglais ils mettent à la tête de l'Irak et puis de la Transjordanie. Et ces féodaux-là, ils ne se protestent pas très longtemps contre les Anglais parce qu'ils se rendent bien compte que c'est les fusils occidentaux qui leur permettent de mater les révoltes et de dominer leur propre population. À cette époque, il aurait été possible d'imaginer une lutte commune des Juifs et Arabes contre l'impérialisme anglais, et ça c'était tout à fait possible. À certains endroits même, dans certaines raffineries, notamment de pétrole, il y a des centaines d'ouvriers juifs et arabes qui travaillent ensemble et qui luttent en commun contre leur propre patron. Mais l'Angleterre, mais aussi une partie des féodaux réactionnaires arabes, ils vont tout faire pour diviser les communautés et rediriger la colère des Arabes contre les Juifs. L'Angleterre, elle favorise volontairement l'immigration juive et la colonisation au détriment des Arabes. Les sionistes, ils rachètent des terres aux grands propriétaires absents, ils expulsent les paysans arabes qui s'y trouvent et vont ensuite les employer comme main-d'œuvre à moindre coût. Les Anglais, eux, ils donnent certains postes clés aux Juifs et aux sionistes dans l'administration pour qu'ils servent de tampon contre la colère arabe. Et ils font appel à des organisations sionistes armées pour mater les grèves et puis les révoltes des Arabes. En fin de compte, la colère de la population, elle monte et il y a une méfiance qui s'installe entre Juifs et Arabes qui va bientôt tourner à l'affrontement, quoi. Dans certaines mosquées, il y a des grands mouftis qui appellent directement à se soulever contre les Juifs et à les massacrer, quoi. Entre 1936 et puis 1937, il va y avoir une nouvelle grande révolte arabe qui va se terminer par des massacres de Juifs et des massacres d'Arabes. Et il y a 30 000 soldats britanniques qui détruisent les armées arabes, qui bombardent les villages et puis qui dynamitent directement les maisons des paysans. Dans le même temps, l'extermination des Juifs d'Europe par le nazisme va donner une formidable impulsion en fait, à l'immigration juive, un peu vers les États-Unis, mais aussi vers la Palestine. Les survivants du génocide nazi, ils se retrouvent pris dans le feu d'un conflit communautaire donc en Palestine et d'un climat anti-juif, et ça va les pousser dans les bras des sionistes en fait. Ça aurait été possible d'imaginer un État qui accueille les deux communautés, mais les sionistes, eux, ils voulaient leur propre État juif sur des bases racistes, et ils se voient renforcés par cette immigration massive. Et donc, il y a des milices d'extrême droite sionistes qui s'attaquent à la fois aux Arabes, mais aussi aux Anglais. En fait, les dirigeants britanniques, ils perdent le contrôle, ils décident même de jeter l'éponge, et c'est à partir de cette époque-là que c'est les États-Unis qui vont prendre le relais de la Palestine. Alors, je passe à la slide suivante. En 1947, l'ONU propose un projet de partition de la Palestine qui intègre un État juif. Deux États, l'un à côté de l'autre. Donc vous voyez, en jaune c'est un État arabe, en orange c'est l'État juif. Et en fait ce projet il favorise nettement les juifs, quoi.
malgré le fait qu'ils ne représentent que un tiers de la population, se voient remettre 55% du territoire palestinien. Voilà. Donc les Occidentaux, eux, ils sont bien contents. Avec cette partition-là, ils vont se faire un nouvel allié. Et puis ils y voient aussi une manière de répondre à la question juive en Europe. Alors, cette proposition de répartition, elle est bien entendu parfaitement inacceptable pour les Arabes. Pourquoi est-ce qu'ils auraient à payer des crimes antisémites des Occidentaux? Les sionistes, eux, ils savent bien que la répartition, en fait, elle va se régler sur le terrain militaire. Et donc il y a une guerre d'épuration ethnique qui s'ouvre en 1947 jusqu'en 1948, qui est un peu plus connue sous le nom de Nakba. Donc la Nakba, c'est la catastrophe, quoi. Et donc voilà, il y a des armées juives qui sont en fait vachement mieux équipées et moins divisées que celles des Arabes, qui vont pousser des centaines de milliers de Palestiniens à l'exil. Donc là sur le slide, oui, alors, en haut vous avez des maisons arabes qui ont été limitées par les Anglais un peu avant la partition. Et là vous avez les armées arabes en 1948. Et donc là, voilà, des centaines, des milliers de Palestiniens qui sont poussés à l'exil. Donc voilà, pareil, dans cette guerre-là, il y a des massacres, etc. Les Arabes, les États arabes de Transjordanie et puis d'Égypte, eux, ils se sont entendus avec les Anglais pour ne pas intervenir à un seul moment. Et à la fin de cette guerre civile, donc, il y a un nouvel État d'Israël qui s'étend au-delà des territoires même prévus par l'ONU et qui laisse aux Palestiniens que la petite bande de Gaza et puis la Cisjordanie. Donc là, vous voyez quelques images de la proclamation de l'État d'Israël. Voilà, avec Ben Gurion qui proclame l'État d'Israël, et puis les gens qui sont tous les juifs de Palestine qui sont très heureux d'avoir un nouvel État. Mais bon, voilà un peu comment l'impérialisme il a pu artificiellement créer un État de toutes pièces pour en faire un sous-traitant de ses intérêts capitalistes au mépris des peuples. Alors, l'histoire de la Palestine, elle illustre bien ce truc-là que, et souvent dans des contextes coloniaux, le capitalisme, il a su se servir du racisme et des divisions ethniques, religieuses et culturelles pour obtenir le soutien d'une communauté qu'il privilégiait volontairement. Et d'ailleurs, là, il ne s'embarrasse pas du tout de prétentions démocratiques ou quoi, il s'adresse directement aux féodaux, souvent aux éléments les plus réactionnaires. Ça lui permet de diriger la colère sociale aussi contre d'autres communautés et minorités, etc., etc. Mais cette préférence que l'impérialisme y fait, elle est parfaitement soumise en fait à ses calculs pour défendre ses intérêts. Ils sont tout à fait capables de retourner leurs vestes pour trahir leurs alliés de la veille. Dans le cas de la Palestine, là ce qu'on a vu, c'est alors qu'il n'y avait pas de conflit ouvert entre les Juifs et les Arabes, l'impérialisme il a d'abord soutenu les Arabes contre les Ottomans, puis il a soutenu les féodaux arabes et les sionistes contre les populations arabes, avant de choisir de donner aux sionistes un État, voilà, pour s'en faire un allié dans la région. Et donc c'est cette situation initiale-là qui va être à l'origine des 75 ans de conflits sanglants entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi en fait Israéliens et Arabes en général, et dont on voit en fait l'extrême conséquence aujourd'hui. Alors, le nouvel État d'Israël qui est né, il va se développer en fait assez vite. C'est en fait un État quasi occidental dans un milieu, enfin, voilà, dans des pays qui sont majoritairement des paysans arabes auparavant, quoi. Et il a quand même cette particularité-là d'être l'un des États les plus inégalitaires du monde et qui repose sur des logiques d'exclusion et de division raciste très fortes, quoi. Les milliers d'Arabes qui vivent désormais en Israël, ils sont surveillés par l'État et considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils ne bénéficient pas du tout des mêmes droits sociaux et sont exploités sans merci par les patrons d'industrie et les fermiers israéliens. Mais ça, c'est un peu pareil, même pour d'autres minorités, les druzes et les minorités chrétiennes. C'est aussi vrai de tout un tas d'immigrés juifs qui viennent du monde entier et qui sont considérés comme des inférieurs par les juifs ashkénazes qui étaient originaires d'Europe. Donc il y a les falachas d'Éthiopie et puis les misraïm qui sont les juifs du Maghreb. Alors,
Depuis sa création, un trait un peu particulier quand même, l'État d'Israël, il est constamment en guerre, quoi. Sans revenir en détail sur tous les conflits entre 1848 et les accords d'Oslo, Israël mène une première guerre contre l'Égypte en 1956, puis une guerre contre les États arabes en 1967, puis à nouveau une guerre contre l'Égypte en 1969, puis en 1973 lors de la guerre du Kippour. Et ensuite, ils vont essayer de normaliser leurs relations avec l'Égypte, notamment. Mais nouvelle guerre en 82 contre le Liban, et tout ça, sans parler de toutes les occupations des territoires palestiniens et des opérations militaires qui s'y mènent, etc., etc. Bon. En fait, l'État d'Israël, c'est un État en guerre permanente, quoi. Et le climat nationaliste et cette guerre permanente, elle permet notamment en fait aux classes dominantes israéliennes de maintenir leur domination et les conditions de vie difficiles de toutes les minorités exploitées, quoi. Comme le disait Friedrich Engels, un peuple qui en opprime un autre ne saurait lui-même être émancipé. Alors, on a parlé un peu de l'État d'Israël. Les Palestiniens, eux, depuis 1948, si on est parti un petit peu à Gaza, un peu en Cisjordanie, en fait, l'immense majorité d'entre eux, ils vivent en fait à l'étranger, dans des camps de réfugiés qui sont à la fois en Jordanie, en Syrie, au Liban, un petit peu en Égypte. Voilà, ils sont parqués dans des camps réfugiés que vous voyez là. Au début, c'était des tentes, ensuite, c'est devenu des constructions en béton, quoi. Et voilà un peu en fait, où sont les Palestiniens, quoi. Dans l'histoire, il y a bien des peuples qui ont été déplacés par l'impérialisme et qui se sont ensuite complètement intégrés au pays d'accueil dans lesquels ils arrivent, quoi, comme des minorités. Mais les réfugiés palestiniens, eux, un truc un peu particulier, ils n'ont pas du tout perdu l'espoir d'un retour en Palestine, quoi. Et cette envie de retour, elle est aussi alimentée par l'oppression et la misère qu'ils vont subir dans les camps à l'étranger. La plupart d'entre eux, quand ils arrivent dans ces camps-là, après la guerre en 1948, ils sont certains que la situation est temporaire et en fait ils placent tous leurs espoirs dans une intervention des États arabes pour mettre la pâtée à Israël et puis voilà, et eux leur donner le droit de revenir en Palestine, quoi. Les dirigeants des États arabes, eux, ils redoublent de radicalité verbale contre l'État d'Israël. Et ça, c'est un stratagème qui leur permet d'obtenir le soutien de leur population qui est farouchement opposée à Israël, mais aussi très très solidaire de tous ces Palestiniens, quoi, dans lesquels ils se reconnaissent. Mais comme on va le voir, ces États arabes, ils ont d'abord pour vocation de garantir la domination de leur propre classe dirigeante, et c'est pour ça qu'ils préféreront s'arranger avec l'impérialisme et devenir des ennemis en fait, des Palestiniens, quoi. En 1952, il y a Nasser qui arrive en Égypte et qui donne cette impression d'être très opposé à l'impérialisme. Il nationalise le canal de Suez, il y a un affrontement armé contre l'Angleterre et la France, etc. Mais il inspire cet énorme espoir d'une union des Arabes contre Israël, quoi. Seulement, en 1967 a lieu la guerre des 6 jours, lors de laquelle, je vais mettre la petite slide, la guerre des 6 jours, vous voyez quelques images qui sont là, il y a l'Égypte et la Jordanie qui attaquent Israël et leurs armées sont détruites en 6 jours, quoi. L'État d'Israël, lui, il va gagner, il va occuper Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï, le Golan. Et voilà, il repousse encore une fois les frontières de son État. Ça va être une nouvelle vague d'exil des Palestiniens. Aux yeux du monde entier et des Arabes, l'État d'Israël s'impose comme une grande puissance militaire et il est désormais reconnu comme un fait accompli. Et cette victoire, elle va faire gonfler un peu les ambitions des sionistes de droite et d'extrême droite qui rêvent d'un grand Israël de la mer au Jourdain, c'est-à-dire sans Arabes, quoi. Et ça, voilà, ils l'imposent par leur puissance militaire, mais ils vont aussi obtenir, grâce à la colonisation, c'est-à-dire l'expulsion petit à petit des Palestiniens de leur terre et les remplacer par des colonies juives. Cette défaite cuisante des armées arabes, ça va largement trahir en fait tous les espoirs que les Palestiniens avaient mis dans les États arabes. Par contre, ça confirme les thèses de certains groupes politiques comme le Fatah
selon lesquelles seule une action des Palestiniens eux-mêmes permettra de libérer la Palestine. Alors dans les camps de réfugiés qu'on a vus, le nasserisme et cette situation-là, elle va inspirer toute une génération de militants, quoi. Il y a l'Algérie aussi qui obtient son indépendance en 62. Bon, et tout ça, ça pousse les Palestiniens à s'organiser dans des organisations de combattants fédéines. Et voilà. Donc on voit, il y a le Fatah de Yasser Arafat qui voit le jour, mais aussi l'OLP, qui est une coalition des différentes organisations palestiniennes, qui est en fait un embryon d'un État palestinien. Les combattants fédéines, eux, ils mettent des opérations armées contre l'État d'Israël. Mais ce qu'il faut un peu avoir en tête quand même, c'est que dans les camps, les organisations de combat, c'est pas du tout que des organisations militaires, c'est aussi des groupes qui organisent la sécurité, la solidarité, des clubs de femmes, la vie culturelle et politique dans les camps. En fait, les peuples palestiniens, c'est un peuple qui est très militant, quoi, et qui s'affirme petit à petit comme une véritable force politique qui inspire tous les peuples arabes de la région, quoi. En 1968, les combattants fédéines, ils imposent une défaite très temporaire à l'armée israélienne lors de la bataille de Karameh. En tout cas, c'est une démonstration de force qui va permettre au Fatah de prendre la direction de l'OLP et du mouvement national. Mais en fait, assez vite, la lutte armée et les perspectives strictement nationales qui ne s'adressent qu'aux Palestiniens et qu'avec pour seul objectif de retourner en Palestine, bon, au lieu de faire l'union des travailleurs de toute la région, en fait ça va s'avérer assez rapidement être une impasse sanglante pour les Palestiniens, quoi. Alors, je vais prendre quelques exemples de ce truc-là, mais en gagnant en force et en prestige, je l'ai déjà dit, en gagnant en force et en prestige, cette lutte des Palestiniennes, elle va vite se retrouver soutenue par les peuples arabes, mais en fait assez vite confrontée directement au régime arabe, et notamment là où il y a des camps palestiniens, quoi. L'influence l'influence qu'ils ont, elle est très mal vue des dirigeants. Il faut imaginer qu'en Jordanie, par exemple, les combattants fédéines, dans certaines villes, ils sont près de 40 000. Leurs organisations, elles ont complètement pignon sur rue. Et quand les travailleurs jordaniens ils descendent dans la rue, ça se fait aux côtés des travailleurs palestiniens. En fait, c'est pratiquement impossible de discerner les uns avec les autres. Mais les Palestiniens, eux, sont les franges la plus militante de ce truc-là. En fait, pour le régime jordanien, la lutte palestinienne, elle fait planer le risque de la révolution. Et tôt ou tard, ils vont être un peu obligés de s'attaquer aux organisations palestiniennes. D'ailleurs, depuis 1948, la Jordanie, elle collabore avec Israël pour empêcher les attaques de fédéines en Israël. Et bon, pour toutes ces raisons-là, en fait, il est impossible d'imaginer un renversement d'État d'Israël sans renverser d'abord le régime hachémite de Jordanie, quoi. Mais les nationalistes, comme l'organisation Yasser Arafat, en fait, ils vont fermement s'opposer à la perspective d'un programme de lutte commun entre les Palestiniens et les travailleurs de Jordanie. Pour eux, le seul objectif, c'est pas de renverser le régime hachémite, mais bon, c'est bien seulement le retour en Palestine, quoi. Bon, l'extrême conséquence de ça, c'est qu'en 1970, le roi... attendez, j'ai l'image. Je vais te montrer. Mais en 1970, le roi Hussein de Jordanie, il va mettre les camps de réfugiés sous blocus militaire et puis il bombarde les quartiers palestiniens. Les habitants, eux, ils ne se laissent pas du tout faire face à l'offensive et à la division politique des organisations combattantes. Ils vont élire eux-mêmes certains comités de quartier qui se coordonnent et qui imposent leur volonté aux organisations politiques. Ces comités-là, ils vont prendre en charge la défense et le ravitaillement des camps. En fait, à plein d'égards, cette auto-organisation dans les camps, lorsque l'armée jordanienne attaque, ça peut rappeler certains traits des soviets de Russie, dans lesquels c'est les travailleurs qui s'organisent pour faire la révolution, quoi. Mais cette force sociale du prolétariat mobilisé, les nationalistes, ils ne vont pas du tout ni l'organiser, ni lui donner des perspectives, ni la pousser en fait à la révolution. Et alors qu'il aurait fallu appeler les travailleurs de Jordanie à se soulever contre le régime, d'ailleurs, il faut imaginer que
beaucoup de Palestiniens sont dans l'armée jordanienne et qu'il aurait été tout à fait possible de leur faire retourner les armes contre le régime jordanien. Où est-ce que j'en suis? En fait, le Fatah, ils appellent les combattants à ce moment-là à se replier vers la Syrie en laissant les habitants palestiniens à leur sort, quoi. Alors à ce moment-là, il y a énormément de combattants fédéines qui refusent de partir, mais la plupart, en fait, à contre-cœur, vont s'en aller, quoi. Et donc cet épisode-là, ça va donner un véritable massacre, quoi. C'est ce qu'on appelle Septembre Noir, qui fait plusieurs milliers de morts dans les camps jordaniens, quoi. Et quelques jours après ce massacre-là, Yasser Arafat, lui, il va serrer la main du roi Hussein. Donc ça, c'est Septembre Noir. Voilà. Là, on voit Arafat avec le roi Hussein. Il va lui serrer la main lors d'une rencontre de réconciliation. Voilà. Et comme ça, il a envoyé un message clair, quoi. Qu'il était un dirigeant responsable, qui était capable de tenir sa population, et il ne voulait pas du tout une remise en cause de l'ordre social, quoi. Alors c'est pas la seule fois où les nationalistes ils préfèrent abandonner en fait la population au massacre plutôt que d'unir les combats des travailleurs, de tous les travailleurs arabes. Mais à ce moment-là, même pour les nationalistes, le terrorisme ça devient une impasse. En fait, c'est à peu près à cette époque-là, après Septembre Noir, où en fait ils vont, Arafat il va comprendre qu'il faut devenir un interlocuteur, aussi devenir un interlocuteur politique et diplomatique pour l'impérialisme, etc. Obtenir ses faveurs, lui montrer qu'on lui est utile, etc. etc. Et ça, donc là, le Fatah va assouplir ses positions. Ils vont passer d'une position de libération de toute la Palestine à celle d'un État palestinien, quoi. Et en faisant référence aux frontières de 1967, quoi. Après Septembre Noir, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais à mon avis ça fait beaucoup, on va arriver vers la fin. Mais juste après Septembre Noir, un autre exemple, le centre de gravité du mouvement palestinien il va passer au Liban, et on va voir un nouvel impasse du nationalisme. Il y a une guerre civile qui démarre en 1975, et derrière ce conflit qui est soi-disant confessionnel, en fait se cache une lutte des classes, quoi, entre les classes dirigeantes libanaises qui sont majoritairement chrétiennes et puis les classes plus pauvres, la gauche libanaise où on trouve des Druzes, des Arabes, etc. etc. Et les milliers de réfugiés palestiniens du Liban, ils se retrouvent de fait partie prenante de ce conflit aux côtés de la gauche libanaise, quoi. Et ils sont aussi l'une des forces les plus organisées dans ce conflit-là, quoi. Et à ce moment-là, le Fatah va à nouveau donner pour consigne de ne pas se mêler de la politique libanaise. Yasser Arafat il dit « Tout ce qui se passe au Liban est injustifiable. La révolution palestinienne sait que pour sa part, le véritable champ de bataille se trouve en Palestine et qu'elle ne peut tirer aucun bénéfice d'une bataille marginale qui la détournerait de son véritable chemin. » Encore une fois, il laisse les combattants, les fédéines et la gauche libanaise sans aucune consigne et en fait assez exposés au coup de la répression. Bon, je sais pas s'ils ont déjà fini, mais ça veut dire que je suis trop long. En fait, c'est la Syrie qui va rétablir l'ordre au Liban. Et en fait, cette situation-là, elle va laisser complètement libre cours, enfin, elle va laisser libre l'armée d'Israël de rentrer en 82. Et puis en fait, il va y avoir les massacres de Sabra et Shatila par des milices d'extrême droite chrétiennes, etc., etc. Bon, il faut que je me presse. Mais donc après tous ces épisodes-là, l'OLP et le Fatah ils vont perdre complètement l'influence qu'ils avaient au Liban notamment. Et le combat il va désormais avoir lieu à Jérusalem-Est et puis en Cisjordanie. On va arriver vers la fin de la partie jusqu'aux accords d'Oslo. Pendant tout ce temps-là, en fait, la colonisation elle continue en Cisjordanie et tout. Les colons juifs ils continuent à s'installer sur les terres palestiniennes aux abords des villes. Et l'État, sous prétexte de crise du logement, il encourage le fait qu'il y ait des Israéliens qui viennent s'installer, quoi. Bon, je vais raccourcir ce que je raconte. Donc,
l'occupation militaire des territoires palestiniens et puis l'état de ségrégation sociale, ils vont être en fait à l'origine de la première intifada qui commence en 87. Je vais vous montrer quelques images, donc ça c'est les images que je n'ai pas montrées. Ça c'est la première intifada. Et en fait pendant des années, les Palestiniens ils vont jeter des pierres contre les occupants, voilà, et parfois des jeunes enfants quoi. La population elle manifeste, elle organise des grèves contre l'occupation des produits israéliens et en réaction l'État d'Israël demande aux soldats de briser littéralement les nombres des jeteurs de pierres quoi. Mais bon, rien n'y fait, les Palestiniens ils continuent à refuser l'occupation et par ailleurs en Israël il y a un peu un mouvement pour la paix qui se développe, de plus en plus de soldats qui refusent d'obéir aux ordres. En bref, ils perdent un peu le contrôle quoi. Donc l'État d'Israël dans ces conditions-là il est contraint d'agir et il va négocier en secret avec l'OLP pour la toute première fois. Et en 1993, il y a les deux camps qui s'entendent sur une déclaration de principe favorable à une autorité palestinienne autonome quoi. Ils vont donner à cette autorité palestinienne un certain nombre de pouvoirs, l'éducation, la santé, mais ils vont aussi surtout lui donner une force de police, parce que ça va être ça le rôle de l'autorité palestinienne, ça va être de tenir la population quoi. Donc voilà, et donc le 13 septembre 1993, Arafat il serre la main de Yitzhak Rabin sur le parvis de la Maison Blanche. Cette image-là, elle va dégoûter des centaines de combattants palestiniens, et en fait, dans l'ensemble, elle va susciter un immense espoir dans la population palestinienne. En réalité, à ce moment-là, et on va aller sur la deuxième partie, l'État d'Israël, il n'a jamais eu pour intention de donner aux Palestiniens leur propre État. En fait, c'était contraint par la situation de sous-traiter à l'autorité palestinienne la responsabilité du maintien de l'ordre à Gaza, à Jérusalem et puis en Cisjordanie. Et ces accords n'ont jamais signifié ni l'arrêt de la colonisation, et au contraire, il y a eu une réaction de l'extrême droite israélienne qui sont portées par des milliers de juifs ultra-orthodoxes et qui va redoubler l'encouragement pour la colonisation et dans les violences contre les Palestiniens. Voilà, et il faudra quelques années pour que toutes ces illusions des accords d'Oslo, elles retombent. Bon, je laisse la parole aux camarades pour la suite. Oui, mais voilà, comme le copain il a expliqué avant, en fait le sionisme et l'État d'Israël c'est construit sur le principe de la colonisation. Donc en fait les accords d'Oslo ils n'ont pas du tout réglé ces problèmes-là. Le seul truc que Oslo a vraiment concédé c'est la reconnaissance d'un proto-État palestinien qui est concédé à cause de la première intifada. Voilà. Finalement, les accords d'Oslo, c'est davantage la spécificité des accords d'Oslo et ce que ça engendre, c'est surtout que maintenant les Israéliens ils acceptent de négocier, de discuter avec les Palestiniens, en l'occurrence l'OLP qui est devenue l'autorité palestinienne. Donc pour donner juste l'exemple, en 1995 c'est Oslo 2, donc c'est la suite des accords d'Oslo en gros, et ça découpe la Cisjordanie en 3 zones, et sur ces 3 zones en fait il n'y en a que 40% qui sont sous le contrôle de l'autorité palestinienne, et 60% qui sont des territoires cisjordaniens, qui sont des colonies et qui restent sous le contrôle de l'armée israélienne. Rabin, le ministre dont on parlait avant, Yitzhak Rabin, il n'a jamais été un progressiste ni même un modéré, en fait, c'était plutôt un financier dur en fait, de la politique israélienne au début. Les accords d'Oslo, pour l'extrême droite israélienne, ça a créé le fait qu'il représentait une sorte de capitulation et il sera assassiné finalement par un militant d'extrême droite sioniste 2 mois après les accords d'Oslo 2 en 1995. En 1996, c'est la droite qui revient au pouvoir en Israël, qui considère donc, que les accords d'Oslo sont la pire des catastrophes. Donc pendant 4 ans de transition, on n'a toujours pas en fait vraiment d'État palestinien. L'accord aurait dû signifier l'arrêt de la colonisation, mais en réalité sur place la situation des Palestiniens s'aggrave. Donc voilà, comme je disais, la colonisation s'est jamais arrêtée avec les accords d'Oslo. Et donc l'autorité palestinienne, donc une sorte de proto-État palestinien, va devenir le supplétif surtout d'Israël, une sorte de sous-traitance d'Israël pour maintenir l'ordre dans les territoires qui contrôlaient. Et donc les accords d'Oslo en 1993 qui sont signés par Arafat, ils ont à la fois abandonné le sort des réfugiés reconnus, ils ont reconnu les colonies israéliennes au-delà même des mandats de l'ONU
Et ils ont transformé l'OLP donc en autorité palestinienne, en appareil d'État, qui fait la police en gros à la place de l'État israélien. Donc les envahissements de territoires palestiniens, la construction de murs, etc. Les colonies se sont poursuivies. Bon, si on va un petit peu vite, voilà, il y a eu donc 93-95 la mise en place de ces accords, et puis après voilà le flou devant le fait, enfin la surprise du fait que finalement ça se traduise par pas grand chose à part la poursuite de la politique de colonisation israélienne. Et donc en 2000, en septembre 2000, intervient une deuxième intifada, mais qui en fait n'a pas grand chose à voir avec la première, avec sa spontanéité par exemple. En fait, ce qui s'est passé entre la première intifada en 87, les accords d'Oslo et l'année 2000, c'est que de nombreux jeunes qui soit se sont directement révoltés, soit ont été inspirés par la révolte de la première intifada, se sont tournés vers ce qu'on appelle le Hamas, et dans une moindre mesure vers le djihad islamique, qui sont en fait deux groupes issus des frères musulmans. La croissance du Hamas, elle a été accélérée par la trahison d'Oslo et par ses conséquences, puis par la révolte palestinienne de 2000 et la seconde intifada qui a en partie contrôlée également. Bon, vous avez vu les images, la première intifada, ça avait été caractérisé par des affrontements directs entre des jeunes avec des pierres et puis l'armée israélienne, par une forme d'auto-organisation, par la présence de femmes, d'ailleurs on voit sur les vidéos qui étaient diffusées juste avant. Et la seconde, en 2000, il y a eu des manifestations à Jérusalem, dans les territoires palestiniens, mais elle est surtout marquée finalement par des vagues d'attentats suicides organisés par le Hamas et par le djihad islamique contre l'État d'Israël, y compris contre les populations civiles. Donc ces actions, c'était se faire exploser dans des lieux publics, dans des autobus, etc. Elles entretenaient en fait finalement le discours anti-palestinien dans la société israélienne, et parmi les soutiens impérialistes à l'État sioniste, et il n'entraînait pas du tout la population palestinienne derrière elle, comme ça a pu être le cas par contre de manifestations et d'émeutes populaires. Donc Ariel Sharon, qui est le Premier ministre israélien à partir de février 2001, il entreprend alors la construction d'un mur qu'il appelle barrière de séparation, dont le but est de séparer définitivement les Israéliens des terroristes palestiniens, c'est comme ça que c'était formulé. Et donc on a 65 colonies qui passent du côté israélien, et 11 000 Palestiniens, et la grande majorité des 250 000 Palestiniens de Jérusalem-Est qui sont donc rattachés à Israël avec la construction de ce mur. Par contre, poursuivre l'occupation de Gaza était devenu trop difficile et trop coûteuse pour l'armée israélienne, et donc Sharon, il annonça un plan de désengagement unilatéral de Gaza. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont reconnu l'État palestinien, enfin une sorte d'État palestinien avec l'autorité palestinienne avant, mais ce retrait, par exemple, israélien de Gaza, il ne discute absolument pas avec l'autorité palestinienne, et donc ça se fait dans un bordel général, qui va poser quelques problèmes, après on va le voir, et qui coupe l'herbe sous le pied, en fait, finalement, à l'autorité palestinienne. Donc les colonies juives un petit peu autour, elles sont démantelées. Sharon, il envoie même finalement l'armée déloger les colons israéliens qui refusaient de quitter la bande de Gaza, quoi. Bon, voilà, après avoir construit un mur et poursuivi la colonisation. Et en septembre 2005, pour justifier la décision, ils déclarent à la télévision israélienne qu'ils ne peuvent pas garder Gaza parce qu'il y a 1 million de Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés surpeuplés, qu'il y a plein de pauvreté et qu'il n'y a aucun espoir. Bon, au moins il était conscient et honnête des problèmes qui se posaient déjà à Gaza à l'époque. Mais en fait, quand il fait ça et qu'il se barre sans discuter avec l'autorité palestinienne, il sait très bien le risque qu'il prend, c'est celui d'ouvrir le chemin en fait, à un vide politique et qui ne serait pas comblé par l'autorité palestinienne, par ce qu'était donc le Fatah, l'OLP, Yasser Arafat avant, mais par le Hamas. C'était même probablement son calcul, parce que pour lui, c'était une façon d'affaiblir l'autorité palestinienne. De toute façon, l'État israélien gardait quand même le contrôle des points de passage de l'espace aérien et maritime de Gaza, et il a transformé son territoire d'un peu plus de 12 km de large sur 42 km de long, pour beaucoup depuis 7 octobre évidemment, en une vaste prison dont il gardait quand même une bonne partie des clés. Alors du coup, c'est sur ce terreau-là que se construit le Hamas. Alors qu'est-ce que c'est le Hamas? Donc c'est le groupe qui a mené l'attaque du 7 octobre, et comment il a pris le pouvoir dans la bande de Gaza il y a un petit peu moins de 20 ans, et qu'est-ce qu'il espérait obtenir un petit peu de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc le Hamas, il a été fondé en 87, pile l'année de la première intifada, sous l'impulsion des frères musulmans égyptiens qui, depuis le début de la décennie, avaient envoyé des représentants à Gaza et où ils tentaient de disputer l'influence sur le peuple palestinien, l'influence politique à la gauche nationaliste, l'OLP en gros, sous l'œil bienveillant des autorités israéliennes et de l'impérialisme américain. La période, elle était favorable au mouvement politique qui se réclamait de l'islam, puisque en 87, moins de 10 ans plus tôt, c'était la révolution iranienne qui avait montré que de tels courants pouvaient prendre le pouvoir dans des pays au Moyen-Orient. Donc les deux intifadas, elles ont permis au Hamas de récupérer la place laissée vacante par l'OLP, par le Fatah, celle d'une force de résistance intransigeante, bien loin des compromissions et de la corruption de l'autorité palestinienne qui du coup ne représente à ce moment-là plus que ça.
C'est bien pour avoir occupé cette place, c'est bien pour son programme religieux totalement obscurantiste que le Hamas il a gagné en popularité, notamment dans la bande de Gaza. En fait, c'est totalement, il s'est construit une crédibilité, une popularité, beaucoup en fait sur la critique de l'OLP. Bon, voilà, il le fait notamment en organisant la charité, la solidarité aussi d'une certaine manière, et en dénonçant les accords d'Oslo. Puisque avec les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, elle est devenue le gardien de prison du peuple palestinien, totalement soumis aux conditions et au service de l'impérialisme d'Israël, en plus de l'aspect corrompu qui a gagné l'autorité palestinienne. Et donc voilà, cette montée du Hamas, c'est principalement la détestation de l'OLP par les Palestiniens et le fait d'apparaître comme plus radical. Donc le Hamas a gagné les élections législatives en 2006 en fait, en créant une situation de cohabitation très provisoire à la tête de l'appareil d'État, alors qu'avant historiquement c'était l'OLP et donc le courant d'Yasser Arafat qui gagnait les élections et qui dirigeait en fait l'autorité palestinienne. Mais la rupture elle a vite lieu puisque depuis 2007 en fait le successeur de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, toujours le dirigeant de l'autorité palestinienne aujourd'hui, même s'il est très vieux, et le Fatah il contrôle la partie non colonisée de la Cisjordanie et le Hamas contrôle totalement la bande de Gaza juste après l'évacuation israélienne en 2005 dont on parlait avant sur ce qu'avait décidé Sharon. Donc, bon, par ailleurs, après le Hamas a totalement chassé les restes de l'OLP de la bande de Gaza pour s'accaparer totalement le contrôle militaire et politique de Gaza. Donc il y a un partage des terres issu de la guerre civile qui a opposé les deux parties après les élections de 2006. Chacun se prévalant d'une légitimité électorale très controversée pour capter les financements internationaux. Le Fatah, l'OLP, il contrôle déjà l'essentiel de l'appareil administratif puisqu'il dirigeait l'autorité palestinienne. Et puis ils ont quand même, d'une certaine manière, le soutien des gouvernements israéliens et américains et européens pour diriger les enclaves palestiniennes qui restent en Cisjordanie avec l'armée d'occupation, tandis que la bande de Gaza, du coup, elle est en fait laissée à son sort, et c'est-à-dire sous la direction du Hamas. Bon, depuis la colonisation de la Cisjordanie, elle s'étend encore et encore. La bande de Gaza, elle est sous blocus depuis 2010. Elle a cible très fréquente de raids meurtriers tout au long des années 2010 et au tout début des années 2020. Le gouvernement israélien il se délecte de cette division et il l'entretient, y compris en finançant, en permettant le financement du gouvernement Hamas à Gaza. Sur les territoires occupés, baptisés par Oslo territoires palestiniens, donc qui sont toujours à la charge de l'autorité palestinienne, mais qui sont aussi en partie contrôlés par Israël et depuis plus de 30 ans qui sont grignotés en fait par la colonisation perpétuelle qui existe. Il y a une sorte de bourgeoisie palestinienne peu nombreuse mais qui s'est développée autour de l'autorité palestinienne et en fait aujourd'hui elle monopolise les relations commerciales entre les territoires palestiniens et Israël et elle gère, même elle prend dans ses propres poches l'aide internationale. Cette bourgeoisie a des facilités de circulation, elle exploite sur place des petites entreprises, des main-d'œuvre bon marché, elle touche des pots de vente des marchés publics qui passent par l'autorité palestinienne. C'était ça, quand on parlait de corruption, on voyait un peu tous les problèmes. Sur le permis de travail, il touche en fait une partie non négligeable sur le permis de travail, par exemple, que les Palestiniens qui vont travailler en Israël doivent s'acquitter. Donc l'intermédiaire palestinien qui fournit le permis de travail, il en retient en fait une part non négligeable. Mahmoud Abbas lui-même il est accusé de corruption et c'est pas le seul en vérité puisqu'il y a également des accusations de corruption de ses concurrents du Hamas qui gèrent la bande de Gaza depuis 2017, davantage en lien avec le Qatar. En 2021, alors je sais pas si certains s'en souviennent, mais il y avait eu déjà bien moins d'ampleur, mais des tensions entre le Hamas dans la bande de Gaza et Israël, des échanges des bombardements, des tirs de roquettes, parce qu'en fait en 2021 il y avait des élections qui étaient prévues, donc les premières depuis 2006, et en fait elles ont été reportées, et donc en fait les attaques de 2021 du Hamas, ils se sont affirmés à ce moment-là pour montrer que c'était eux qui contrôlaient encore la bande de Gaza et que c'était bien eux qui dirigeaient ce territoire, et donc qui postulaient en fait tout simplement à la direction du mouvement nationaliste palestinien, en allant sur les terrains de la lutte armée que l'OLP a largement abandonné depuis les accords d'Oslo. En réalité, le Hamas, en fait, derrière leurs aspects radicaux, ce discours, cette façade qu'ils essaient de se donner, ils acceptent aussi en vérité les frontières de 67, et puis ils sont aussi, à leur manière, les garants de l'ordre social. Les garants de l'ordre social dans la bande de Gaza. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas détailler là parce que je n'avais pas forcément le temps, mais
il y a eu des manifestations contre la gestion du Hamas de la bande de Gaza ces dernières années, notamment l'été dernier, qui en fait étaient des manifestations populaires. Alors c'était même assez remarquable en fait que les Palestiniens dénoncent et l'autorité palestinienne qui s'est donnée, et puis aussi le Hamas qui n'a réglé aucun problème évidemment dans le ghetto à ciel ouvert qui est Gaza. Et ces manifestations, elles ont été réprimées par le Hamas. Donc là, ils ont fait le même rôle que l'autorité palestinienne, finalement. Ils ont fait la police d'Israël dans les territoires palestiniens. Ils assassinent également leurs opposants politiques, du Fatah ou de Al-Qaïda, même s'ils représentaient tout la même chose pour eux, mais voilà, ils essaient quand même de garder cette hégémonie politique sur la bande de Gaza. Et puis évidemment, la contestation de l'autorité palestinienne totalement corrompue, elle a aussi culminé d'une certaine manière le 7 octobre, puisque le Hamas a à nouveau repris en commettant ses attaques le principal flambeau, d'être la locomotive en fait de la lutte armée, de la résistance armée palestinienne, avec tous les problèmes que pose le 7 octobre, évidemment, sur un terrain purement militaire, purement nationaliste, s'attaquer aux civils, etc. Le 7 octobre, je pense que tout le monde a en tête la genèse et ce qui s'est passé depuis, avec surtout quand même la réponse démesurée et ignoble et immonde d'Israël, qui en fait attendait finalement que ça pour se lâcher et pour reprendre le chemin le plus dégueulasse de la colonisation et des massacres envers les Palestiniens. Alors pourquoi le gouvernement Netanyahou et l'extrême droite israélienne font ça? En fait, Netanyahou, il est toujours sous pression depuis qu'il est arrivé au revenu au pouvoir de l'extrême droite israélienne. En fait, son gouvernement, d'ailleurs, c'est un gouvernement d'union de tous les courants les plus sionistes en Israël. Il est soutenu, du coup, évidemment, par les colons, qui composent une part non négligeable de la population israélienne, par des juifs orthodoxes. Il y a aussi la corruption, on en parlait en Palestine, il y en a aussi en Israël. Il y a des problèmes aussi d'inégalité, des crises du logement, qui par ailleurs sont en partie liées aussi au fait que, quand même, que les travailleurs arabes n'ont pas le même statut juridique que les autres Israéliens. Et puis il y avait aussi la réforme constitutionnelle qu'il essayait de faire passer, que Netanyahou essayait de faire passer, où la crainte de l'opposition, y compris de l'opposition totalement pro-colonisation, ça ne voulait pas dire que l'opposition à Netanyahou n'est pas forcément très progressiste, mais elle a cristallisé avant les attaques du 7 octobre. L'opposition à Netanyahou, ça a fragilisé son gouvernement avec des manifestations très grandes en Israël contre cette réforme constitutionnelle. Et donc la politique de fuite en avant coloniale, militariste de l'État d'Israël, elle sert un peu de diversion politique pour pallier à une crise sociale et politique qui l'attend, ou qui est même déjà un peu là en Israël, créée par les inégalités et le régime d'apartheid, comme on le disait. Ça c'est un petit peu pour finir, pour dresser un petit peu un portrait rapide de ce qui se passe en Israël et de la situation sociale et politique là-bas. Évidemment, il faudrait revenir dans les détails, on pourra le faire dans la discussion. Et alors, du coup, la question qu'on va me poser, c'est un peu de conclure, c'est quelle perspective pour le peuple palestinien. Ça va être tout le cœur de la discussion. Je pense que c'est déjà assez dense, c'est que l'idée c'était de retracer historiquement un petit peu ce qui a marqué la lutte du peuple palestinien depuis 75 ans, mais un peu avant 75 ans. Il y a la question des mobilisations internationales qui peut évidemment poser une forme de rapport de force, etc., dénoncer la complicité de nos États, qui sont vus par ailleurs par les Palestiniens. Tout ce qui s'est passé là ces derniers mois, ça a été vu par les Palestiniens de la bande de Gaza. Le peu d'accès aux réseaux sociaux qu'ils ont, ça, on sait que quand même ça a été vu, les réseaux sociaux elles sont perçues. Il y a tout le problème aussi quand même de la politique du Hamas, de qu'est-ce qu'ils ont retiré en positif du 7 octobre, parce qu'il y a quand même un petit peu de ça aussi, de comment, évidemment, l'autorité palestinienne, elle est plus que discréditée, quoi. Je pense qu'ils ne peuvent même pas remonter la pente d'une certaine manière actuellement pour reprendre de l'influence, même en Cisjordanie. En fait, ils sont très contestés finalement. C'est ça, les effets du 7 octobre aussi, c'est que Cisjordanie, ça a ouvert des voies de critique à l'autorité palestinienne. Ça pose évidemment du coup aussi la question de quelle solution. On entend beaucoup le truc, deux États, un État, tout ce qui se range derrière le droit international aussi, et tous les problèmes que ça peut poser, il faut le discuter et le réfléchir, parce que finalement on voit bien qu'en fait les accords d'Oslo, ils ont quand même, c'est le droit international, c'est les accords d'Oslo. On voit bien que les accords d'Oslo, ils n'ont rien réglé du tout. Alors se remettre
à leur droit international, ça pose quand même quelques questions quand on voit ce que ça a donné depuis 93. Et puis bon bah oui, comment en fait, quel mot d'ordre mettre en avant pour que à terme ce ne soit pas juste une histoire de comment arrêter le massacre, mais aussi de comment en fait on sort de 75 ans de colonisation, de peuples qui sont massacrés, de populations qui sont parquées dans des ghettos comme c'est le cas à Gaza, et de comment évidemment le peuple palestinien il peut finalement résister, et quelle est la meilleure manière de résister à l'oppression, et comment en fait, aussi à notre avis quand même, il y a la question de comment finir avec tout ce qui crée la situation en Palestine. Là, en l'occurrence c'est l'impérialisme, c'est une société capitaliste quand même aussi qui est derrière, et comment il faut articuler ces différentes questions pour en finir en se plaçant sur un terrain de classe. Dernière chose aussi quand même, ce qui se passe en Israël, les révoltes qu'il peut y avoir, est-ce que c'est possible qu'il y ait des révoltes en Israël? Ça c'est des questions qu'il faut aussi poser quand même, parce que, pour expliquer vite fait, les manifestations qu'il y avait contre la réforme constitutionnelle de Netanyahou, à partir du 7 octobre, elles n'existaient plus, parce que tout le monde s'est rangé justement derrière Netanyahou pour dire soutien à Israël qui s'est fait attaquer, etc. Et donc on regarde ces manifestations très larges de contestation contre Netanyahou, dès qu'il y a eu la question des Palestiniens finalement, et la question palestinienne qui a fait irruption à ce moment-là, et voilà, tout le monde s'est rangé derrière Netanyahou, il n'y avait plus de question de contester le gouvernement israélien. Donc voilà, donc pour nous c'est vrai que c'est un peu une autre question aussi, et ça permet d'articuler justement ces questions de c'est un problème national palestinien, mais de remettre en cause en fait l'ensemble de l'ordre social impérialiste dans la région, en Israël, en Palestine, mais pas que, au Liban, en Jordanie, etc. Parce que c'est là aussi que ça joue, pour dénoncer tous les États qui ont des intérêts à soutenir Israël et à perpétrer d'une manière ou d'une autre des massacres.